conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémar. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Question Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Et c'est un plaisir, je dois vous le dire, d'inaugurer aujourd'hui une deuxième saison de Question Éco. Nous fêtons nos 1 an. Alors bon anniversaire à nous-mêmes. Cette émission est diffusée chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, il va y avoir du sport dans ce studio parce que nous allons nous préoccuper du sujet de l'économie du sport en France et tenter notamment de répondre à la question économie et sport. Est-ce un mariage d'amour ou de raison ? Un couple béni ou un couple maudit, sport et argent, etc. Alors bien sûr, le sport est un phénomène de société majeur en France et dans le monde entier. Quelques chiffres. Selon l'Observatoire de l'économie du sport, l'industrie du sport représente en France 2% du PIB annuel, soit 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 130 000 entreprises, 64 000 emplois directs, 450 000 emplois indirects. C'est un marché qui présente une croissance annuelle estimée entre 5 et 7%. 60% des Français, donc 60% j'imagine des auditeurs de KTO, ont une pratique régulière du sport et la dépense sportive des ménages est en augmentation constante. Il y a en France 15 millions de licenciés qui sont répartis dans 199 fédérations sportives. Bien sûr, le sport roi, le sport le plus populaire, c'est le football, 2 millions de licenciés. Mais il y a aussi le tennis avec 1 million et l'équitation, sport vraiment français s'il en est, 700 000 licenciés. Je dois préciser aussi que le sport intéresse beaucoup l'État et nous allons en parler puisque la dépense publique en matière de sport est de 15 milliards d'euros par an, à peu près moitié-moitié entre l'État et les collectivités. Alors, sport, société, économie, marketing et sport, sport et argent, nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Et je reçois dans le studio de KTO Radio 2 invités, Isabelle de Chatelus et Arnaud Boutéon. Bonjour Isabelle de Chatelus. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud Boutéon. Bonjour Guillaume. Alors si vous permettez, je vais commencer par présenter Isabelle de Chatelus. Vous êtes directrice des Holy Games. Vous nous en direz un petit peu plus dans un instant sur les Holy Games. Vous nous direz ce que c'est. Vous êtes engagé aussi dans la Ligue des Étoiles. Alors je ne connais pas, peut-être que vous nous direz un mot sur le sujet. Je précise que vous avez une formation HEC, vous êtes spécialisé en marketing, vous avez fait un mémoire sur le sport business, donc on est au cœur de notre sujet. Vous avez été 5 ans au Royaume-Uni chez Danone dans une fonction, là encore, marketing. Et vous n'avez pas fait que du marketing dans votre vie, puisque vous avez des engagements dans le monde catholique. Vous êtes occupé du mécénat au Collège des Bernardins et la pastorale de la famille dans le diocèse de Versailles. Tout à fait. Arnaud Boutéon, vous avez une formation école de commerce également, comme Isabelle de Chatelus, que vous avez complétée par une formation à la chaire européenne de marketing sportif de l'ESSEC. C'était en 2010. Entre-temps, vous êtes passé par l'audit, notamment pendant de nombreuses années. Pendant 10 ans, vous avez été dans les courses hippiques, c'est bien ça. Vous êtes aujourd'hui chroniqueur régulier sur RCF, toujours chez nos camarades de RCF, Radio Chrétienne. Et vous êtes auteur du livre « Comme un athlète de Dieu », c'était chez Salvator en 2017. Et vous êtes engagé auprès de la confrérie catholique Les Chevaliers de Colomb. Alors, Arnaud Boutéon, quelques mots sur votre livre, vos conférences et votre passion pour le sport. Alors d'abord, ça rejoint mon histoire personnelle et je pense que ça rejoint mon cœur d'enfant de façon très étrange. J'ai toujours été passionné par le sport, devant ma télévision et également sur les prés, sur les cours de tennis, en courant, en jouant au foot, etc. Et donc j'ai voulu toujours creuser ce qui réjouissait mon cœur et travailler une recherche de congruence, essayer de mieux comprendre ce qui naturellement me réjouissait. Donc c'est une joie de comprendre ça. J'étais aussi intéressé par le phénomène religieux, donc j'ai voulu travailler dans le cadre de la chaire européenne de marketing sportif sur le lien entre le sport et la foi. Je me souviens de très bons échanges avec Oscar Pistorius, que peut-être les auditeurs connaissent, qui était un grand champion sud-africain, c'est exactement, ça, qui était champion handicapé en e-sport, qui avait poussé l'Ubris jusqu'à participer aux compétitions pour les valides. Et Oscar Pistorius, qui avait été amputé du péroné, qui n'avait été né sans péroné, qui n'aurait pas dû naître,
et malheureusement a tué sa compagne dans le cadre d'un drame conjugal, et il est en prison. Et donc je l'évoque un peu dans mon livre comme une sorte de fable autour de l'hubris sportive et émotionnelle. Donc voilà, ma compréhension du sport, c'est d'abord une passion, vraiment la fidélité à une passion d'enfance, et puis une compréhension des enjeux anthropologiques, sociétaux, religieux autour de la réalité sportive qui se déploie à vitesse grand V depuis 30 ans. Alors, Isabelle de Châtelus, dites-nous quelques mots sur les Holy Games quand même. Vous êtes passée de HEC aux Holy Games. Oui, et entre les deux, pour faire écho à ce que disait Arnaud, moi ce qui m'a toujours nourri, je dis souvent que j'ai 2 poumons, la foi et le sport. Donc c'est vraiment mes deux sources de joie, bien sûr pas de la même manière, mais j'ai toujours eu à cœur de relier ces deux passions, en tout cas ce qui me fait vivre. Et avant d'arriver justement sur Holy Games, il y a eu un moment fort dans ma vie, c'est quand j'ai terminé mes études. J'ai dégoté un stage au PSG. Je pense qu'ils étaient très surpris qu'une fille, parce qu'à cette époque-là, il y avait très peu de filles dans les stades. J'étais abonnée au PSG. Donc le Paris Saint-Germain, football club. Exactement, je postule pour un stage et je pense que surprise qu'une fille de 20 ans s'intéresse à ça. Donc je fais un stage au PSG et là, ça vient se fracasser. Contre ce que je pensais du sport, ma passion du foot. Je vois de l'intérieur toutes les limites du foot business. Et là, ça m'interroge beaucoup et je me dis jamais j'irai travailler dans le monde du sport. Parce qu'en fait, ça vient complètement heurter ma foi, ça vient heurter mes valeurs. Et donc, je quitte. Vraiment, je termine ce stage et je vais voir ailleurs. Je vais dans l'agroalimentaire. Chez Danone. Chez Danone, exactement. On peut les citer, hein, votre employeur, c'est pas de la pub. Hein. Et puis, après ces quelques années, vie familiale, je m'occupe de mes enfants. Et puis, je commence à m'interroger sur ma vie professionnelle et je m'engage dans l'église. Je commence à travailler dans l'église jusqu'à ce que les Jeux Olympiques arrivent enfin en France. Vous voyez, j'habitais à Londres et j'ai été désespérée que la France n'obtienne jamais l'organisation des Jeux de mon vivant. On avait été battu par Londres pour 2022, hein, c'est bien ça. Et j'habitais à Londres, donc je l'avais perçu comme une grosse claque infligée par les Anglais. Aïe, aïe, aïe. Donc je vois qu'on arrive enfin à obtenir ces Jeux parce que j'avais peur de jamais connaître les Jeux à domicile. Et je me dis, il faudra que je travaille pour les Jeux Olympiques. Parce que pour moi, les Jeux, c'est l'expérience suprême du sport, dans toute la beauté en tout cas qu'elle peut incarner. Et à l'époque, je travaillais donc pour le diocèse de Versailles et le diocèse de Paris lance une annonce pour recruter quelqu'un qui est une connaissance du monde de l'Église et une connaissance du monde du sport. Donc, c'était pour vous. Donc voilà, une amie qui me fait suivre la proposition et me dit il faut y aller. Il s'avère que Arnaud faisait partie des initiateurs de ce projet, donc je le remercie. Et très vite, on s'est interrogé sur la manière dont l'Église allait habiter les Jeux Olympiques. Comment justement relier l'Église et les Jeux Olympiques. Et on a créé cette association, cette marque Holy Games. La sainteté par le sport, parce qu'on est convaincu qu'il y a un chemin de sainteté par le sport. Donc Holy Games, c'est vraiment incarné pendant les Jeux Olympiques comme la présence de l'Église. Comment est-ce qu'on va planter la croix dans ce monde du sport ? C'est pas incongru, on pourra en reparler. Hein. Il y a des vrais liens entre le sport et l'Église. Et beaucoup de sportifs sont croyants, en fait. Hein. Exactement. Ouais, la religion est très présente chez les sportifs. Et on s'est très vite rendu compte que même c'était une obligation pour le COJO, pour Paris 2024, de se poser cette question de la place de l'Église dans les JO, puisqu'il y a cette obligation pour le pays hôte d'avoir une aumônerie pour les sportifs. Et donc très vite, on a pris notre place au sein des Jeux Olympiques grâce à l'aumônerie du village olympique, mais on s'est dit il faut déployer la présence de l'Église autrement que dans ce village qui est vraiment réservé aux 12 000 athlètes, en proposant une activité qui soit à la fois missionnaire, c'est-à-dire accueillir sur nos parvis tous les spectateurs qui viennent sur Paris. Une proposition solidaire, se dire, OK, les JO, tout le monde nous dit que ça va coûter cher et ça va profiter qu'aux plus riches. Donc on a acheté plus de 2000 billets pour des personnes de la rue, pour des personnes en situation de handicap. Et puis toute une partie aussi spirituelle, avec des animations comme la messe d'ouverture des Jeux Olympiques, une messe de clôture, un temps interreligieux, voilà, beaucoup de propositions. Et puis, Holy Games ne s'est pas terminé avec les Jeux, parce qu'en fait, grâce aux Jeux, on s'est rendu compte qu'il y avait une soif extraordinaire du monde du sport, une vraie attente, un besoin spirituel. On a créé pas mal de liens avec des sportifs, avec les institutions, que ce soit le CIO, mais aussi les institutions sportives en France. Et on s'est dit, c'est dommage de s'arrêter là. Et donc, Holy Games, depuis 2025, et la fin des Jeux, est vraiment devenue cette structure sur laquelle l'Église s'appuie pour accompagner le monde du sport au-delà des Jeux. Très bien.
Alors, parlons un peu du sport et de l'économie, mais si on veut parler du sport et de l'économie, il faut peut-être dire que si c'est devenu un sujet économique important, c'est que c'est devenu un sujet de société majeur. Le sport, aujourd'hui, occupe une grande place. Alors, c'est pas nouveau, hein, on dirait dans l'Antiquité, il y avait les jeux. Hein. Parfois, il y a des gens qui disent du pain et des jeux comme de manière, on va dire, péjorative. Moi, je trouve ça stupide parce que les gens ont besoin de pain, mais ils ont besoin de jeux, dans une certaine mesure. Donc, comment le sport est devenu ce phénomène de société dans notre époque moderne et depuis quand ? Alors moi, il me semble que la bascule a été opérée lors des Jeux Olympiques de Los Angeles dans les années 80. C'était en 84. 84, oui. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ensuite, le pape Jean-Paul II, qui suivait très bien la réalité sportive, a créé les JMJ. 4 ans après, il y a eu les premières JMJ à Compostelle. Et je pense qu'il y a un petit lien, c'est-à-dire qu'on a les Jeux Olympiques de Los Angeles, on a vu la grande démesure marketing du sport, avec des droits télé qui arrivaient, avec les sponsors qui soutenaient le CIO, les organisateurs, et puis à travers ce carburant médiatique, à travers ce storytelling que tous les gens ont pu voir, eh bien, la mécanique d'identification a pu s'enclencher. Chaque pays voyait ses athlètes avec une nouvelle proximité et on a commencé à déployer des épopées sportives de façon beaucoup plus proche, visible, incarnée par le canal de la télévision, le canal de la réalisation télé, et puis derrière, les sponsors ont permis, à travers tous les contrats de sponsoring, je pense évidemment à Coca-Cola, alors ça s'est ensuite démultiplié avec les JO d'Atlanta, eh bien, un phénomène de récurrence de la réalité sportive dans tous les espaces de consommation et tous les espaces de la société, en particulier de la société française. Donc il y a eu vraiment cette bascule, cette entrée dans le sport business. Tout à l'heure, on évoquera un sport qui était réglementé avec une présence de l'État très forte, mais je pense que cette bascule s'est vraiment opérée avec la puissance marketing des grandes marques. Et aux États-Unis, bien sûr, il a fallu que ça passe par les États-Unis, qui ont montré l'exemple, puisqu'ils ont le sens de la démesure, d'une certaine manière, et du grand spectacle. Et vous-même, vous connaissez ce monde anglo-saxon du marketing. Ça ne vous surprend pas, j'imagine. Non, et je rebondis sur ce qu'Arnaud disait. J'étais aux Jeux Olympiques d'Atlanta, j'avais 18 ans. Et j'ai effectivement fait ce parallèle, parce que donc en 96, Jeux Olympiques d'Atlanta, 97 JMJ de Paris, auquel j'avais 19 ans, et l'année d'après, on a la Coupe du Monde qui arrive en France en 98. Ouais. Et j'ai vécu ces 3 temps, donc 18, 19, 20 ans, un peu de la même manière. C'est ça qui m'a toujours surpris. Intérieurement, il y avait cette joie profonde de rassemblement, de vivre quelque chose de fraternel entre nous. Donc voilà, une similitude intéressante. Juste pour revenir rapidement sur ce sport qui devient un sport business, il faut quand même se rappeler qu'au départ, le sport, c'est pour occuper les élites, en tout cas en Europe. Et donc, c'est une activité de loisir. Et puis petit à petit, ça devait être un enjeu sociétal pour structurer la jeunesse, pour éduquer. Et effectivement, c'est assez tardivement, il y a l'après-guerre où tout d'un coup on se dit tiens, c'est un enjeu social important. Et puis dans les années 80, l'argent arrive. Et là, depuis les années 2000 et le numérique, c'est une transformation qui bien sûr s'accélère de l'importance de l'argent dans ce monde-là. Alors, nous en parler de cette transformation juste après notre première pause musicale. Nous allons écouter Mickey 3D. Je pense que vous connaissez l'un et l'autre. Un peu, c'est du rock alternatif, sympa, hein, gentil, avec une chanson qui s'appelle Johnny Rep, qui était une célébrité du début des années 80, footballeur des Pays-Bas extraordinaire, et coéquipier de Michel Platini à l'AS Saint-Étienne. Et il y a même des archives radio dans cette chanson de Jacques Vendroux qui commente un match de l'AS Saint-Étienne. Nous écoutons Mickey 3D, Johnny Rep. Ce soir c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce
Ce soir, c'est sûr, on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir, la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon. Saint-Étienne qui mène déjà 2-0, 2 buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un de ses premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farison. Gérard Farison à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le 3e but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Des Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep. De retour dans le studio de KTO Radio, émission Question Éco. Aujourd'hui, il y a du sport dans ce studio puisque nous parlons de économie et sport avec Isabelle de Chatelus, directrice des Holy Games, et Arnaud Boutéon, on va dire spécialiste de marketing sportif, auteur, conférencier sur tous ces thèmes du sport. Nous évoquions en première partie ce phénomène de société qu'est devenu le sport et l'arrivée du sport business, donc que vous situez l'un et l'autre à partir le milieu des années 80, avec le développement du marketing sportif, du sponsoring et la démesure des Jeux Olympiques de Los Angeles. Mais cependant, le sport était quand même très populaire déjà. Il y avait beaucoup de gens pour suivre le sport, mais il n'y avait pas ce modèle économique moderne. Non, et d'ailleurs, c'est l'Olympique de Marseille qui a été la première équipe à avoir un sponsor maillot dans les années 60. Et c'est vrai que là, on entendait Jacques Vendroux là, dans la musique. Les nostalgiques du foot, il incarne un petit peu, je trouve, cette nostalgie-là, parle souvent du foot des années 50, 60 comme le foot idéal, dans tous les sens du terme, avec du beau jeu, avec des beaux joueurs, avec peu d'argent. La réalité, c'est qu'en fait, ça ne pouvait pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un domaine comme ça qui commence à attirer beaucoup de monde, c'est inhérent à notre société, l'argent vient là-dedans. Et donc toute la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où ça peut aller, quels sont les effets néfastes de cette arrivée massive d'argent. Moi, je vois dans le football, c'est intéressant de voir que on a donc des premiers sponsors maillots, puis ensuite on commence à avoir le championnat qui prend un nom commercial, la Ligue 1 Orange au début des années 2000. Oui. Moi j'ai commencé à me dire... McDonald's aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce nom d'une ligue? Et puis maintenant on a les stades. Le stade c'est le lieu. C'est le Groupama Stadium. Voilà, alors que c'est le lieu où on se retrouve, c'est notre maison. Quand on est un supporter, on va dans une maison, on s'approprie le lieu et tout d'un coup on nous donne un nom qui est une marque. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand on est supporter, on voit ça d'un mauvais œil, mais la réalité c'est que ça fait vivre le club. Et c'est ça aussi qui entraîne l'achat de nouveaux joueurs et de plus beaux matchs. Donc on a l'impression que c'est sans fin. Alors on va parler du football, mais avant ça peut-être sur cette dimension économique des choses, parce qu'on en parle du sport professionnel, mais il y a le sport amateur, puisque quand j'ai 60% des Français pratiquent régulièrement un sport, une part très infime des Français pratiquent un sport, on va dire, de haut niveau, ou encore moins au niveau professionnel. Mais il y a un modèle économique très cloisonné ou décloisonné entre sport amateur et sport professionnel. Est-ce que, par exemple, le sport amateur profite du sport business tel qu'on le décrit? Bien sûr, ce qui est très important dans le sport et dans une société aussi médiatisée, c'est la mécanique d'identification. Et c'est-à-dire que le jeune garçon de 7 ans qui est licencié
dans son club de rugby, quand il va faire une passe, il va se prendre pour Dupont. Et je reviens toujours au rêve de l'enfant. Et donc, le sport professionnel sera une sorte de moteur émotionnel pour driver et inspirer tous les sportifs amateurs. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a un sport bien-être qui se développe de plus en plus. Et puis, le sport a été aussi inscrit dans les programmes scolaires. Dans l'enseignement catholique, il y a Luxel qui développait le sport. Dans notre histoire, dans notre ADN, il y avait les patronages catholiques, les patronages laïques, qui permettaient d'occuper les enfants et de leur faire goûter aussi aux vertus humaines. Et à l'esprit collectif. Donc là, il y a eu beaucoup d'éducateurs dans les années 50 qui ont écrit dessus. Et puis l'État a voulu aussi encadrer le sport. Il y a eu des débats au moment du passage au professionnalisme. Quand on regarde des écrits de Coubertin, il était vent debout contre le professionnalisme, le développement du professionnalisme, même la féminisation du sport. Et il avait écrit un petit texte absolument phénoménal qui s'appelait... il avait la préscience du dopage. Il avait écrit même un petit texte qui s'appelait le développement et l'avènement du pur sang humain. Il voyait jusqu'où demain, un siècle, avec la professionnalisation du sport et avec le marché qui allait finalement investir dans ce terrain de loisirs, de gratuité, de désintéressement qu'était le sport, il voyait cette espèce d'hubris mercantile et puis même ces dérapages anthropologiques qu'on pourra évoquer. L'art du pur sang humain, c'est totalement effrayant. Alors, il y a la dérive mercantile, donc, qui est incontestable, mais il y a aussi, par exemple, en France, une volonté que tout l'argent embrassé par le sport retombe vers le sport amateur. Je crois que c'est en 2000 que la ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, a instauré une taxe. Et si j'ai bien compris, il s'agit d'instaurer une solidarité du sport professionnel envers le sport amateur. Donc en France, il y a un modèle qui fonctionne comme ça, quand même. Ça limite un peu la prédation du marché, si j'ose dire. Pour autant, moi, je vois vraiment une rupture entre ce qu'on appelle le sport professionnel et le sport amateur. D'abord, qu'est-ce que c'est que le sport professionnel ? Il est finalement assez peu répandu dans la mesure où il y a très peu de sportifs qui peuvent vraiment vivre de leur métier. Oui. Donc, c'est vrai qu'avec les médias, on a ce sentiment que beaucoup de gens vivent du sport. En réalité, non. On regarde dans le tennis. Chez les hommes, on peut dire que jusqu'au 120e jour mondial, ils arrivent à vivre, à financer leur équipe. Au-delà, c'est catastrophique. Donc la réalité du sport professionnel, et c'est pareil dans le football, bien sûr qu'en Ligue 1, les joueurs de football vivent très bien, mais dès qu'on descend, alors la Ligue 2 aussi, je pense que, mais leur problème c'est que leurs carrières sont très très courtes. Oui. Donc le sport professionnel... C'est moins de 10 000 personnes. Voilà, c'est vraiment une réalité, et on l'a vu aux Jeux Olympiques, je pense qu'on en reparlera, il y a très 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 peu de joueurs, d'athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques qui vivent de leur métier. Donc c'est resté une réalité amateur, ouais. D'amateurs majoritairement. Coubertin serait content de ça, peut-être grâce aux Jeux Olympiques à ce moment-là. Je pense. En tout cas, on a côtoyé là, pendant les JO pas mal de judokas, par exemple, dont même des judokas qui ont été médaillés d'or et qui, en fait, n'en vivent pas, qui, heureusement, ont des structures. Et on en revient à la place de l'État dans le développement du sport. Heureusement, il y a des structures comme l'INSEP qui sont largement financées par l'État et qui permettent de faire émerger des sportifs de haut niveau, qui permettent de les accompagner et de leur permettre d'envisager de vivre de ça. Mais dans le monde du judo, par exemple, il n'y a que des Teddy Riner qui vivent vraiment de son métier. Et le judo est une discipline très pratiquée en France avec un niveau exceptionnel. Et là, donc, il faut arriver vraiment au niveau de Teddy Riner pour être... Et il n'y en a qu'un. Pour vivre vraiment, mais un des Teddy Riner, forcément, il ne peut y en avoir qu'un. On parlait de l'État. 15 milliards d'euros par an, c'est le coût en termes de finances publiques. Si on cumule État et collectivités locales, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup d'argent, des montants bien supérieurs à ce qui se fait en Allemagne, c'est 2 fois plus qu'en Allemagne. L'Angleterre, j'en parle pas parce que là, l'argent public, on ne met pas du tout dans ces choses-là, mais même beaucoup plus important que l'Italie ou l'Espagne. Est-ce que ça se justifie de mettre 15 milliards d'euros pour l'État dans le sport aujourd'hui ? Je pense que le sport coule la société. Quand je dis qu'elle coule la société, c'est que c'est un terrain de mixité sociale, c'est un terrain de rencontre, c'est un terrain d'échange. Et dans l'esprit aussi français jacobin, c'était quelque chose de très important. De la même façon que dans les années 50, il y a eu un plan Malraux pour la culture, il y a eu un plan Herzog pour le sport, il y a eu une vraie volonté pour l'État de réglementer, de contrôler le sport. Les structures fédérales aujourd'hui sont extrêmement verticales et il y a toujours une tutelle étatique dans le sport. On pose toujours la question de savoir à qui appartient le sport.
À qui appartient le sport? Est-ce qu'il appartient aux sportifs eux-mêmes? Est-ce qu'il appartient à ceux qui investissent, qui le financent? Est-ce qu'il appartient à ceux qui payent pour son déploiement, aux chaînes de télé, à la pub? Ou est-ce qu'il appartient à l'État? Et on réalise que dans les moments de crise, parfois, voilà, il y a au moment de la crise en Afrique du Sud, quand les joueurs étaient descendus du bus, je ne sais pas si vous vous en souvenez. La Coupe du Monde de football, donc voilà, ils avaient fait grève, les joueurs français. Le cauchemar de Nisna, eh bien, il y a eu le président de la Fédé qui se retrouve convoqué par le ministre. Mais on s'en fichait du ministre. Parce que ça avait fait un scandale, parce que des joueurs voilà. de foot si bien payés faisaient grève, refusaient de descendre du bus pour s'entraîner, parce qu'il y avait eu des dissensions autour de l'exclusion d'un des joueurs qui était Nicolas Anelka, c'est bien ça. Hein. Voilà, c'était ça. Et là, il y a un sujet aussi dont on reparle, enfin, on a vu une prise de parole aujourd'hui même de la ministre des Sports, parce qu'il y a eu une erreur visiblement dans le suivi des protocoles pour les tests de féminité au championnat du monde féminin de boxe. Et donc, la ministre descend dans l'arène en disant qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, les joueuses sont prises en otage. Cette chose-là ne se serait jamais passée en Angleterre. Les Anglais raisonnent par filière, c'est intéressant. Par exemple, pour les Jeux Olympiques en Angleterre, ils n'ont jamais investi en volley-ball, en handball. Ils ont sacrifié quelques sports. En France, on veut être bon partout. On veut occuper tous les territoires. Notamment dans les sports d'équipe. Et on est bon. En volley, en handball, en basket, en foot. C'est exceptionnel. Mais donc, finalement, c'est cette vision un peu du bien commun sportif, alors que les pays les plus libéraux vont tout de suite avoir un raisonnement d'investisseurs en disant « je donne 100, je veux récupérer 300 ». En France, heureusement, je pense que c'est vraiment une question de bien commun de la société, parce qu'on a vu cyniquement, on peut dire aussi que ça calme les gens, que ça absorbe aussi des tensions, mais on voit que le sport est, comme la religion, est une forme, ce que disent certains politiques, d'opium du peuple pour apaiser, pour calmer la marmite. Et en tout cas, il y a un vrai bienfait. Un vrai bienfait. Donc, mais alors, heureusement, l'économie du sport ne dépend pas uniquement de l'État, même si 15 milliards, c'est pas rien. Les entreprises, énormément. Vous parliez des premiers sponsors maillots dans les années 70 ou 80. Il y avait RTL pour Paris Saint-Germain, Manu France pour l'AS Saint-Etienne, etc., etc. Et alors, aujourd'hui, est-ce que ces entreprises, ces grandes marques qui associent donc leur image à l'identité des clubs, par exemple de foot, mais aussi d'autres disciplines sportives, retrouvent leur argent ? Est-ce que ça leur rapporte vraiment quelque chose? Je voudrais revenir sur les 15 milliards. Vous posiez la question de l'utilité de ces dépenses-là. Dépenser de l'argent dans le sport, ça a un impact positif sur la santé, ça a un impact positif sur l'éducation, ça a un impact positif sur la cohésion sociale, donc peut-être sur la sécurité. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi derrière. Investir dans le sport, c'est aussi investir pour plus grand que cela. Le sport, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen aussi pour améliorer la cohésion, etc. Pour revenir aux entreprises, moi je suis intéressée par ce que vient de faire LVMH avec sa filière Agage Sport et dans le Paris FC. Paris Football Club qui revient en Ligue 1 cette année. Voilà. Et beaucoup s'interrogent sur cet investissement en disant est-ce qu'ils vont trouver un retour sur investissement? Certainement que non. Mais le sport véhicule quelque chose aussi de l'ordre de l'imaginaire, de l'émotion, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés là-dedans. Pour autant, il y a des grandes marques. Je pense à une marque comme Decathlon qui, moi, me fascine. C'est une des marques que je trouve fascinante, qui explique l'évolution du sport, qui en tout cas accompagne l'évolution du sport. Decathlon a démocratisé le sport de manière exceptionnelle. En rendre accessible en prix les équipements, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des sports qu'on n'aurait jamais imaginé faire, et Decathlon a rendu possible cette pratique du sport. Et Decathlon, qui a toujours été une marque grand public, s'est tout récemment dit, alors j'imagine pour des questions financières, on va développer une gamme expert. Donc par exemple, dans le tennis maintenant, Gaël Monfils, un des plus grands joueurs français, joue avec une raquette Decathlon Artingos. Et ça a surpris tout le monde. Quand Gaël Monfils a sorti une Decathlon à fond la forme, on s'est dit, mais il joue avec la raquette de Monsieur Tout-le-Monde, non. Et ils sortent une gamme de vélos. Avant, on circulait tous avec des vélos Between, puis ils sortent une gamme de vélos plus experts, Van Rysel, qui permet de se dire, tiens, en fait, je peux aussi devenir professionnel. Et qu'est-ce que fait Decathlon maintenant? Ils deviennent sponsors d'une équipe cycliste. Moi, je pense que c'est l'imaginaire qui joue. Je ne pense pas qu'une entreprise
c'est un peu à fond perdu quand même le sponsoring. Oui, quand même. Oui, moi je crois que c'est un peu à fond Et c'est perdu. difficile à mesurer de toute façon. Mais voilà, c'est de l'ordre de l'émotion et on a tous en tête les matchs qu'on regardait quand on était jeune et on se souvient de la boulangère, on se souvient voilà, de marques qui dans notre imaginaire sont associées au sport et à la joie et à nos émotions. Alors moi, j'ai une petite nuance. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sponsors, en particulier avec l'avènement de la data, aujourd'hui sont vraiment, en apposant leur marque à côté d'une compétition sportive, d'une équipe, cherchent réellement à parler à leur marché. La clé du marketing et du marketing sportif, c'est de la segmentation de marché. Et aujourd'hui, les grands sponsors du Tour de France sont vraiment capables de vous dire l'impact que la présence lors de la caravane a sur leur réseau, sur leurs clients d'abord, sur leur personnel et sur leurs parties prenantes. Donc leur réseau commercial, par exemple, de magasins ou tout Exactement, ça. exactement. Donc, fondamentalement, quand vous accolez votre marque à côté d'une plateforme de marquer un événement sportif, un club sportif, etc., ou même un athlète, fondamentalement, vous êtes là pour parler à vos clients. La dimension un peu philanthropique, mécénat, je pense que ça concerne quand même, on évoquait le KLVMH, c'est très 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 minoritaire. Le gros du sponsoring, c'est que je me sers de cette plateforme pour parler à ma clientèle et pour vendre mieux mes produits. Et c'est pour ça qu'on a tout ce travail autour de la marque, en disant, je pense à Bricorama. Bricorama va s'associer au rugby et à chaque pause lors des matchs de rugby, vous verrez toujours des pubs pour des voitures et pour des magasins de bricolage, parce que le public qui regarde le rugby, qui est masculin à 80%, va consommer le produit qui est vendu lors de la page de pub. Alors, comme poumon de l'économie du sport, on a parlé de l'État, on a parlé des entreprises, et il faut parler quand même de la télévision, les fameux droits télévisés. Alors là, dans le football, ça a explosé. C'était la poule aux œufs d'or pour la Ligue de football, mais là, patatras. Ils avaient distribué 190 millions au club en 2024-2025, ce sera seulement 80 millions d'euros cette saison. Que se passe-t-il ? Eh bien, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, il me semble. Oui, puis on a des clubs qui se retrouvent en grand danger financier dans le championnat de France de Ligue 1, avec Montpellier, Le Havre, Angers, qui se retrouvent vraiment dans des situations complexes, parce que la grande partie de leurs recettes reposait sur ces droits de retransmission. Et donc, une grande partie de leurs recettes disparaissent d'un coup. Donc, on a même Lyon là, qui a failli être relégué, on a Bordeaux qui a fait faillite. Donc, il y a quand même une situation très complexe. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a une bulle financière dans le monde du football. Ils vendaient trop cher les droits et les diffuseurs n'y trouvaient pas leur compte. Voilà. Donc, à un moment, ils ont dit stop. Et un monde tout est devenu trop cher. C'est-à-dire que acheter un joueur, même si cette expression est terrible, c'est celle qui est utilisée, c'est très cher. Et donc, il y a bien un moment où la bulle va exploser. Alors, avec des situations qui sont très différentes d'un pays à l'autre, on a presque l'impression aujourd'hui que le championnat anglais va phagocyter tout le championnat européen. Parce que la situation en Espagne n'est pas tellement... pas tellement oui, là, c'est la dette là-bas qui finance tout. Donc, la dette des clubs. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand les droits sont très chers, l'épopée sportive, c'est un mix, un concentré de 4 réalités. La première, c'est l'émotion. Donc, l'émotion sportive, la procuration. La deuxième, c'est l'identité. Et on est sur des ressorts identitaires. On voit la pub aujourd'hui même de Marseille pour le retour à la Ligue des Champions. La troisième réalité, c'est la vitesse. Et la quatrième, c'est l'incertitude. Et quand vous mélangez ces 4 réalités ensemble, ça fait un produit très attractif, addictif, avec un storytelling, avec des rebondissements, avec des incertitudes, des rivalités, des haines, des amours, des drames. Enfin, et c'est ça qui est absolument merveilleux. Quand vous avez en fin de journée de championnat 4-5 équipes qui se tirent à la bourre, vous tenez en haleine un pays. Voilà. Et derrière, c'est des personnes, c'est des présidents qui sont caractériels, c'est des peuples qui s'enflamment. Enfin, donc c'est une histoire incroyable. Alors Arnaud Boutéon, c'est vous qui avez choisi le titre de la deuxième pause musicale, C'est mieux sec, une chanson que je ne connais pas. Dites-nous en un mot, qu'allons-nous écouter ? Alors c'est une chanson, c'est ce qui se passe dans la tête de celui qui, tous les dimanches, se réveille tôt, prend ses affaires de sport et va courir. Et là, voilà. Donc c'est une sorte de prière laïque du jogger du dimanche. Nous écoutons Mieux sec. À quoi pensent les joggeurs du
dimanche, quand ta petite foulée, ils avancent à la semaine passée ou celle qui se présente à la prochaine montée quand ils dévalent la pente. À quoi pensent les joggeurs du dimanche? Calculent-ils les minutes et les secondes qui les approchent de la fin du monde? Est-ce pour quitter le foyer ou la joie d'y retourner? Tous les dimanches, après quoi courons-nous? C'est la question qui me démange. Tous les dimanches, je pense à toi et je pense à eux et je pense à nous et j'ai le cœur qui flanche. Après quoi courons-nous tous les dimanches? C'est la question qui me démange. Tous les dimanches. À quoi pensent les joggeurs du dimanche? Regardent-ils toujours la cime des peupliers? Ou bien ont-ils les yeux fixés sur les surfaces goudronnées? Ont-ils en tête l'envie de tuer? Ou est-ce juste l'envie de s'épuiser? Veulent-ils s'alléger de leur poids? Ou ne font-ils que compter leurs pas? Tous les dimanches, après quoi courons-nous? C'est la question qui me démange. Tous les dimanches, je pense à toi et je pense à eux et je pense à nous et j'ai le cœur qui flanche en pensant aux joggeurs du dimanche, aux joggeurs du dimanche, les joggeurs du dimanche. Je pense à toi et je pense. Refont-ils toujours le même trajet avec leur petite foulée? Finissent-ils toujours par sprinter ou se laissent-ils relâcher? Est-ce que ça soulage leur conscience? Est-ce que ça donne à leur vie un peu de sens? Merci Arnaud Boutéon de nous avoir fait découvrir ce titre de musique que je ne connaissais pas. Donc nous sommes avec Arnaud Boutéon et Isabelle de Chatelus dans le studio de KTO Radio. Question Éco, c'est le nom de notre émission. Le sport et l'argent, le sport et l'économie, c'est le thème de notre émission. Et dans cette troisième partie, nous allons parler un peu des choses qui fâchent. Sport et argent, couple béni ou couple maudit, dérive, corruption, etc. Il y a beaucoup de problèmes. On a déjà évoqué une dénaturation par le sport business d'un certain nombre de réalités. Mais avant quand même de parler de choses un peu négatives, des belles histoires racontées, on y tenait. Une belle histoire, par exemple, de marketing sportif réussi, parce que c'était une opération marketing. Max Guazzini, patron du Stade Français, donc club de rugby majeur parisien, a réussi une chose incroyable, c'est dans le cadre du championnat de France top 14, remplir le Stade de France 3 ou 4 fois par an, c'est-à-dire 80 000 personnes, ce qui est une audience exceptionnelle pour le rugby en championnat, qui est une audience normale pour le tournoi destination, mais pas pour le championnat. Et comment a-t-il fait pour attirer autant de gens au stade, ce Max Guazzini? Eh bien, Max Guazzini a compris le besoin de disruption et surtout la dimension religieuse du sport, le besoin de rite, la dimension populaire et religieuse avec l'entrée des joueurs en procession. Les gens, en venant voir le match de façon accessible, parce qu'il y avait un tarif unique à 5 €, les gens communiaient à un magnifique événement. Il assumait un peu le côté jeu du stade, complètement.
Mais les joueurs étaient magnifiés, il y avait des processions d'entrée, il y avait de la musique, il y avait des lumières, les maillots étaient nouveaux. Et donc, les drapeaux étaient distribués partout avec des couleurs très vives. Et sur le maillot, d'ailleurs, je vous coupe une seconde, mais il y a la Vierge Marie. Il y a eu la Vierge Marie. Est-ce qu'il n'y a pas eu Sainte-Geneviève aussi? Alors, c'était la Vierge Marie. C'était la Vierge Marie. C'était la Vierge Marie, mais il était plus acceptable par le sponsor de comprendre que c'était Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, mais c'était Notre-Dame. Ah, c'était Notre-Dame. On a le fin mot de l'histoire parce que tout le monde se posait la question. Hein. Voilà. Et donc Magozzini a révolutionné le rugby. Oui. Et c'est un génie marketing. Voilà. Ouais. Et puis il a compris aussi, moi je pense que son génie, c'est un génie d'abord humain, parce qu'il savait parler aux joueurs et aux entraîneurs. Il comprenait les ressorts profonds des joueurs. Et c'est ça qui lui a permis de construire la magnifique épopée du Stade français. Et c'est un homme de foi aussi, de foi catholique. Alors Isabelle de Châteloup, vous aussi vous voulez nous parler d'une belle histoire, c'est Aurélie Aubert, c'est bien ça? Oui, effectivement. Et une discipline qu'on appelle la boccia, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas si les auditeurs de KTO se rappellent, c'était, je crois, il y a tout juste un an, peut-être même au jour près. C'était les Jeux paralympiques en France. On découvrait tous un certain nombre de sports, dont un qui s'appelle la boccia, qui est un sport que très peu connaissent, puisqu'il est surtout pratiqué dans des centres de rééducation. Et il y avait une jeune femme, Aurélie Aubert, qui pratique ce sport-là, qui a quasiment aucun moyen, qui a une éducatrice qui l'accompagne et qui, depuis l'âge de 12 ans, donc apprend la boccia. Et pour la récompenser, son éducatrice, Claudine, lui donnait régulièrement des Kinder, la motivait pour le prochain entraînement en lui disant « Allez, après l'entraînement, on mangera un Kinder ». Cette fameuse Aurélie Aubert, pour ceux qui ne s'en souviennent pas vraiment, allez regarder ces images extraordinaires. Elle remporte une médaille d'or aux Jeux paralympiques l'année dernière de manière complètement inattendue. Elle fond en larmes, beaucoup d'émotions. Elle est même choisie pour être porte-drapeau de l'équipe de France à la fin des Jeux paralympiques. Extraordinaire. Et lors d'un interview où on lui demande alors cette médaille inattendue, racontez-nous, et elle dit écoutez, j'espère que Kinder va devenir sponsor de ce sport totalement méconnu, parce que c'est grâce à eux que je suis là, c'est eux qui m'ont motivé sans le savoir. À tous mes entraînements, j'avais droit à la fin à ma plaquette de Kinder. Et Ferrero a vu cette interview. Ferrero est donc devenu, via Kinder, le sponsor d'Aurélie Aubert dans un sport mais où il n'y a pas un sou. Un sport totalement inconnu. Et Aurélie Aubert, elle raconte, pour moi c'est une histoire extraordinaire d'émotion, d'inclusion, de ce sport qui devient un moyen extraordinaire d'éducation, de renforcement de la cohésion sociale. Et elle est allée chercher, j'ai envie de dire grâce à ce témoignage-là, un sponsor. Et aujourd'hui, donc Ferrero l'accompagne sur tous ces championnats de boccia. Alors, sport et argent, couple béni ou couple maudit. Après la belle histoire, effectivement, de cette grande championne qui est Aurélie Aubert, c'est ça? C'est bien son nom? Tout à fait. Et puis celle, bien sûr, de l'épopée du Stade français, cette épopée marketing, mais populaire. Tiens, puisqu'on est sur le rugby, Arnaud Boutéon, vous connaissez bien cette discipline. Par exemple, ça peut être une manière de comprendre les choses. Le rugby est devenu un sport très médiatique, beaucoup plus qu'auparavant. Un sport qui était assez régional, qui est devenu national et en France. Et puis c'est un sport mondial, mais pas totalement universel. Il y a une minorité de pays qui pratiquent le rugby à haut niveau. En France, on a professionnalisé le rugby. Le football était professionnel bien avant. Et le rugby, c'était des amateurs. Ils allaient faire leur travail, mais ils allaient le soir à l'entraînement et les matchs le week-end. Et ça fait quoi, une trentaine d'années que le rugby s'est professionnalisé, peut-être? Quel bilan on tire? Ça l'a perverti ou ça, au contraire, ça lui a donné un nouvel élan? Ça lui a clairement donné un nouvel élan, mais avec de la casse humaine, psychologique, parce que le rythme de vie des joueurs, évidemment, n'est pas le même. Et aujourd'hui, tiré par le marché, tiré par la cadence, tiré par les revenus marketing professionnels, le besoin de spectacle et le besoin de nourrir l'hydre médiatique multicanal, eh bien aujourd'hui, on tire sur les organismes. La pression autour des matchs est beaucoup plus forte parce que les prize money, la rémunération est plus forte aussi. Donc on voit dans le rugby des débats sur l'épuisement des corps, sur l'épuisement des âmes, des burn-out, la violence des chocs. Les dégâts neurologiques notamment. Absolument. On l'a vu avec Sébastien Chabal qui a témoigné récemment sur ce sujet. Et un peu comme dans la boxe aussi. Et aujourd'hui, se posent des questions dans beaucoup de sports sur jusqu'où augmenter cette cadence, parce qu'on a l'impression que la demande est très très forte. On est vraiment dans le marché, dans les règles du marché, avec une demande très forte de spectacles et d'exposition de joueurs. Et puis cette offre, qui est du temps de travail,
eh bien, jusqu'à quand, combien de temps elle va se démultiplier, elle va souffrir, elle va s'exposer au marché. Oui. Voilà, c'est tout le sujet, et derrière, les gens sont prêts à payer très très cher pour que cette offre s'expose. Donc on est vraiment sur du temps de cerveau disponible, et c'est du temps de présence disponible de Messi, de Ronaldo et de tous ces joueurs-là. Voilà. Le marché a besoin de gladiateurs, en fait, d'une certaine manière. C'est des gladiateurs, tous ces gens-là. Oui, c'est des gladiateurs. Je voudrais quand même comparer le foot et le rugby en termes de budget, c'est intéressant. Le PSG aujourd'hui, c'est 800 millions d'euros de budget. Oui. Le Stade Toulousain, qui est le plus grand club de rugby, c'est 50 millions. Oui. Donc c'est quand même pas négligeable, 50 millions, ça le positionne. Si on le mettait sur le classement de la Ligue 1, il serait 12, 13e, c'est pas si mal. Hein. Mais ce que ça dit derrière, c'est effectivement jusqu'où on va aller. Vous voyez, quand j'étais dans les fin des années 90, j'avais 16 ans, j'allais au Parc des Princes, je payais 16 francs pour entrer au Parc des Princes. Aujourd'hui, pour assister à la Ligue des Champions, il faut à minima mettre 300 ou 400 euros. Vous voyez où on est allé, et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est devenu, on a une société dans laquelle le sport est tellement élitiste qu'il devient presque inaccessible. Ça coûte beaucoup plus cher d'aller au Parc des Princes que d'aller à l'Opéra. Est-ce normal ? Vous avez une réalité qui fait que le sport qui est censé inclure, rassembler, finit par exclure, parce qu'en fait, pour atteindre ce sport de très haut niveau, on finit par mettre les gens de côté, parce qu'on ne peut plus aller dans des stades, parce que c'est trop cher. D'ailleurs, l'ambiance baisse au Parc des Princes parce qu'il y a moins de supporters populaires. Les années Messi étaient catastrophiques, c'est-à-dire que dans le stade, on venait comme au théâtre, avec une place numérotée, on n'avait pas le droit de se lever. Moi, j'ai quand même été reprise à plusieurs reprises, parce qu'on n'avait pas le droit de se lever dans le stade pour manifester sa joie sur un but, parce qu'on allait déranger les autres spectateurs. Alors dans certaines tribunes, du moins. Exact. Parce que dans les virages, ça se levait. Il reste un virage au Parc des Princes, qui est le virage Auteuil, mais à Boulogne, qui était une tribune traditionnelle plutôt animée, était devenue complètement aseptisée. Donc ça, c'est un des effets aussi du sport business, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je viens vivre comme émotion si en fait je suis assis sur mon siège et que j'ai plus le droit de parler, plus le droit de bouger? Pour moi, ça n'a plus de sens, parce que le sport, c'est un lieu d'expression. Il y a un paradoxe, je pense, avec le football, c'est qu'on parle de sport business, on parle de sommes astronomiques, mais finalement, vous disiez 800 millions d'euros de budget pour le PSG. Je crois qu'il y a 750 salariés au PSG. Ça fait une grosse PME, une entreprise de taille intermédiaire, une ETI, comme on dit aujourd'hui. Et finalement, l'argent, il va principalement d'ailleurs dans la poche des joueurs. Il y a une énorme masse salariale. Finalement, est-ce que ce n'est pas justifié que les joueurs, les premiers, bénéficient d'argent? Et est-ce qu'on ne surévalue pas un petit peu trop les volumes financiers du football? Puisque, je répète, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait une grosse PME. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà de la dimension financière, c'est de voir l'impact sur la société. L'ancien directeur de la com du Paris Saint-Germain m'expliquait que quand il est arrivé avec le Qatar, le PSG sur les réseaux sociaux, dans la fanbase, qu'on appelle la fanbase du PSG, c'est cette capacité du club, l'institution à parler à ses supporters, c'était 500 000 personnes. 80% étaient en France. Aujourd'hui, la fanbase du PSG, c'est 120 millions de personnes. On peut traduire les sympathisants du Les Paris Saint-Germain. sympathisants, les supporters, ceux qui sont prêts à consommer du PSG, voilà, mais à acheter un mug, un maillot, etc. Aujourd'hui, c'est 120 millions de fans sur lesquels le club a un contact. Donc, c'est 2 fois la population de la France. Et 10% est en France. Ça veut dire que quand Messi vient, et quand on vend un maillot Messi, si on le vend 100 millions, 100 euros, pardon. Il suffit, admettons qu'il y ait 1 million de personnes qui l'achètent sur une fanbase de 110 millions de personnes, vous avez 100 millions. C'est délirant. Donc aujourd'hui, le sportif, avec l'importance des datas, avec l'importance de cette clientèle, de ce réseau de clientèle, le sportif est un homme sandwich. Et on se retrouve un peu à jouer, vous évoquez les gladiateurs, mais c'est aussi un acteur. Quand on se souvient de Beckham, Beckham a fait moins de 10 matchs avec le PSG, et ça a rentabilisé totalement son... Donc on est aussi dans des situations avec d'un côté une dimension show et une dimension sportive de compétition à outrance, mais il y a cette dimension show pour élargir cette fanbase et cet impact sur la société. Aujourd'hui, le PSG, même l'OM, c'est une religion. Localement, c'est une religieuse. Ce sont des institutions religieuses.
Oui, il y a une religion marseillaise qui inclut l'OM et Notre-Dame de la Garde, la bonne mère. Avec des cathédrales, Oui. que sont leurs stades, avec des fidèles, avec plusieurs cercles de fidèles, avec les ultras, qui sont un peu les intégristes des clubs. Et puis quand on élargit le cercle, on a zélotes. comme ça, voilà, ce sont les zélotes, ce sont ceux qui sont surengagés. Et puis à la fin, on a les bourgeois, ceux qui chantent un peu à la messe, ceux qui suivent comme ça le sport avec moins d'intérêt. Alors, là où il y a de l'argent, il y a de la corruption. On va peut-être pas parler en détail des corruptions liées notamment à l'attribution des Jeux Olympiques au Qatar, tous les scandales du CIO, puis on pourrait multiplier les scandales l'histoire des scandales de corruption dans le football. Il doit y en avoir aussi dans le rugby, j'imagine. Mais quand même, l'argent pervertit de toute manière quelque chose dans le monde du sport et partout là où il est, d'une certaine manière. Donc ça, c'est pas très surprenant, d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas vivre avec Isabelle de Châteloup. Moi, ce qui me gêne dans ce sport business à outrance, ce sont les conséquences humaines. Si je prends 2 exemples, celui de Kylian Mbappé, dont on sait très bien qu'il a été remarquablement éduqué par ses parents, pardon. Et puis à un moment, ce garçon, il gagne tellement d'argent qu'il se retrouve dans des situations qui ne sont pas du tout souhaitables. Moi, je dis souvent aux jeunes que je rencontre, mais en fait, Mbappé, moi, ça ne me fait pas du tout rêver. Le gaillard, aujourd'hui, il n'est pas marié. Si une femme vient le voir, c'est forcément pour son argent. Quelles sont les relations véritables que ce garçon peut construire pour sa vie personnelle? Donc, pour moi, c'est un désastre humain que ça crée, ce sport business. Le deuxième exemple, c'est dans le tennis. On sait qu'aujourd'hui, le tennis, qui est un sport individuel, rend fou. C'est-à-dire que les joueurs de tennis de haut niveau sont pour beaucoup en grave dépression. Je prends l'exemple d'une Caroline Garcia qui vient de partir à la retraite. Quel âge elle a? Je ne sais pas si elle a 30 Elle a une trentaine d'années, 30 ans je crois. Elle part à la retraite parce qu'elle n'en peut plus en fait de ce ça sport. Ça fait 2 ans qu'elle ne fait plus aucun seul. Elle sombre. Voilà. Et Osaka, qui était une joueuse japonaise, a connu le même sort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sport business... Elle essaye de revenir. Elle est en demi-finale maintenant de l'US Open, tant ça y mieux. est. Oui. Mais je vois en fait des conséquences humaines absolument dramatiques. Et c'est ça qui me chagrine, parce que qu'il y ait de l'argent et qu'un joueur coûte cher, j'ai envie de dire, c'est presque la loi du marché. Par contre, quand ça a des conséquences dramatiques sur l'humain, c'est là que ça pose un vrai problème. Alors, il y a un sujet intéressant, parce que Arnaud Boutéon, vous avez travaillé dans les courses. Donc c'est des paris sur le sport. Oui. Et là, c'est des paris sportifs en ligne. C'est plus le PMU de nos grands-pères. C'est Winamax. Winamax dit le plus important, c'est de gagner. Là où Coubertin disant l'essentiel, c'est de participer. Et là, il y a rien que pour la France 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur les paris en ligne, 46 milliards dans le monde. Et là, il y a quelque chose aussi qui a un impact très fort. On peut parier sur les défaites aussi. Ouais. On peut parier sur les cartons joués. On peut parier sur tout. Et on sait que neurologiquement, psychologiquement et collectivement, quand on investit de l'argent sur ce spectacle qu'est une compétition sportive, ça booste l'adrénaline et ça booste l'émotion, tout simplement. Et ça vous réengage un peu plus dans l'immersion et dans la façon avec laquelle vous allez vivre le programme. Donc on est vraiment dans l'expérientiel, dans tout ce que ça peut avoir de fascinant, parce que quand vous pariez, moi j'ai beaucoup parié dans les courses hippiques, c'est exceptionnel de joie, de jubilation, parce que vous avez eu l'œil. L'expérience du pari gagnant est remarquable. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes parier, ils identifient plein de types de paris, et j'ai plus l'impression d'avoir des espèces de spéculateurs cyniques que des vrais parieurs passionnés. Je voudrais juste revenir sur ce qu'évoquait Isabelle de Châteloup tout à l'heure, sur les champions. Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est qu'on fait des champions avec ce sport business. Un jour, on évoquait le drame des hommes politiques, des gens qui étaient un peu pourris dans le boulot, écrasés d'argent, écrasés de pression. Et on m'avait dit la chose suivante, c'est-à-dire pour faire de la politique, pour diriger l'entreprise, pour être un grand chanteur, il faut 3 éléments. Il faut être obsessionnel. Les champions sont totalement obsessionnels. C'est une quête. Voilà. Il faut, à un certain niveau, être paranoïaque. Et ils sont tous paranoïaques. La plupart des grands champions, ils se libèrent de leurs entraîneurs, etc. La question de la relation entre l'entraîneur et le joueur est très intéressante. Et ils sont narcissiques, malheureusement. Ils sont dans une mise en scène narcissique. Et donc, on a ces 3 névroses qui touchent les champions. À côté de ça, je voudrais terminer sur une note positive, il y a des vertus humaines de rédemption, de courage, d'endurance, qui sont absolument merveilleuses. Le sport, c'est un miroir grossissant sur notre humanité. Donc vous verrez le pire de la corruption et du vice, et vous verrez
les plus belles des vertus. C'est ça, c'est pour ça que ça nous rassemble aujourd'hui. C'est une belle manière de conclure, parce qu'on y est presque à la conclusion de l'émission. Isabelle de Châtelus, vous vouliez ajouter un mot sur ce que vient de dire Arnaud, ou un message que vous voulez faire passer à nos auditeurs? Oui, je m'interroge beaucoup sur l'éthique sportive, et je trouve que le Paris Saint-Germain nous interroge beaucoup sur ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que ça fait quand même 15 ans que le PSG est décrié pour ses investissements, la place du Qatar, et effectivement, ça nous pose beaucoup de questions. Ce que vient de réaliser le PSG, c'est de gagner la Ligue des Champions, son Graal, avec enfin une équipe de joueurs qui s'entendent bien, où il n'y a pas de stars, qui jouent en équipe. Et pour moi, c'est ça la victoire du sport. Et on se dit, c'est très étonnant parce que finalement, le sport business peut réussir à gagner. Le sport business peut réussir à gagner tant qu'il garde sa valeur fondamentale, c'est que le sport, c'est une équipe. Ce sont des joueurs qui jouent les uns pour les autres et qu'il n'y a plus cette individualité qui cherche à ressortir avec tout ce que tu parles, tout ce que tu évoquais à l'instant. Donc, je trouve que le PSG nous invite à réfléchir justement sur est-ce que quand même le sport business ne peut pas avoir des vertus. C'est qu'honnêtement, cette année, voir le PSG jouer, c'était un régal, c'était de l'art, et c'était des émotions formidables. Et pourtant, il n'y avait plus Lionel Messi, l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Il n'y avait plus Neymar, il n'y avait plus Kylian Mbappé, le plus grand joueur français. Il n'y avait plus qu'une équipe, et non des individualités. Quelques joueurs très connus quand même, hein, mais pas de ce niveau-là en tout cas. Alors, quel sport pratiquez-vous, Isabelle? Tennis principalement. Tennis, vous êtes classé en plus? Oui, exactement. Et je peux vous demander quel classement? 15-3. Ah, 15-3, on ferait un match équilibré, je pense. Et Arnaud, quel sport? Aujourd'hui, je cours et je joue de façon amateur au foot. Ouais. Toujours le football. Vive le football, moi j'adore le foot. Moi tennis et foot. Mais surtout tennis, parce que je suis trop vieux pour le foot. Et bien, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission Question Éco consacrée à sport et économie. Merci beaucoup Isabelle de Châtelus d'être venue. On est tous en basket dans le studio aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud Boutéon. Et merci à tous de nous avoir suivis. En attendant la prochaine édition de Question Éco sur KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard